Allez, c'est parti pour les corrections. Donc première étape, c'était d'importer évidemment le fichier qui était fourni. Donc pour ça, on utilisait la fonction read CSV en ayant effectivement importé Panda auparavant et d'ajouter l'encodage nécessaire ainsi que le caractère séparateur nécessaire. Donc vous avez sûrement eu, si vous l'avez appliqué de manière directe, des erreurs, notamment sur l'encodage ou sur les séparateurs. Donc voilà, vous avez sûrement dû faire plusieurs itérations, mais finalement, le bon encodage, c'était le latin, et le caractère séparateur, c'était effectivement la virgule. Donc si je vais imprimer cette valeur, donc c'est ce qu'on nous demande ici, hop. Donc là, je trouve mon fameux tableau. Hop, je vais descendre un petit peu. Voilà, tout mon tableau qui est ici. Et ensuite, l'exercice, c'est oui, effectivement, on ne peut pas voir toutes les colonnes d'entrée de jeu. C'est un petit peu dommage pour découvrir le jeu de données. Donc je vais aller surcharger le paramétrage de base de Panda pour lui indiquer le nombre maximum de colonnes que je souhaite, à savoir 35. Donc je vais le mettre à jour. Et à partir de là, on est bon. On a bien toutes les colonnes. On n'a plus de 3 petits points entre les différentes valeurs. Donc là-dessus, on est bon. On est bon. La suite de l'exercice, c'était de garder juste un certain nombre de colonnes. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous supprimiez les colonnes en trop avec la fonction drop, soit vous créez une liste avec celles que j'indiquais. Donc le plus simple, parce que vous pouviez faire tout simplement un copier-coller, c'était de prendre les valeurs que je mettais dans l'énoncé. Et donc, on retrouve effectivement Choose Light, donc le libellé que je vous demandais, avec le tableau et finalement la liste à l'intérieur des colonnes que je souhaite isoler. Et on va se retrouver du coup effectivement avec uniquement les colonnes que j'avais sélectionnées. Donc on est bon pour, on va dire, l'import de données, la découverte du dataset. On va voir ensuite le check de la bonne forme et de la bonne nomenclature des différentes colonnes qu'on a dans le jeu de données. Et on va d'abord vérifier le type des colonnes. Donc ici, je l'imprime. Donc ID, donc effectivement, c'est du texte, pas de souci là-dessus. Le name, c'est bien du texte également. La marque aussi. Ah, là, premier souci qu'on peut avoir, c'est la date de mise à jour, qui n'est pas considérée en l'état comme une date, mais comme du texte, donc quelque chose qui devrait être corrigé. On a ensuite couleur, qui est effectivement une string en lenta, mais qui pourrait être passée en lisse, parce qu'on voit qu'on peut avoir plusieurs items, mais séparés par une virgule. Donc à voir si on modifie cette valeur-là par la suite, si on en a besoin. Ensuite, on a là c'est une bonne nouvelle, donc le prix minimum et maximum qui est déjà au bon format, donc on n'aura pas à le faire nous-mêmes, c'est parfait. Et finalement, le nom enfin, pardon, la plateforme qui vend le produit, qui est sous format string, donc pas de souci là-dessus. Donc au final, on n'a que 2 colonnes à modifier pour être parfaitement clean sur les valeurs proposées. Et ensuite, la deuxième partie, c'était non pas de checker simplement les types des colonnes, mais aussi vérifier l'exhaustivité de chaque colonne. Et pour ça, je vous demandais de calculer le pourcentage de valeur nulle. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu tel quel pendant la montée en compétence sur Panda. Et donc, il fallait repartir du tableau principal, de déterminer quelles sont les valeurs qui sont nulles. Donc là, en l'état, pour rappel, ça nous pousse à un tableau avec des false et des true. De faire une somme des valeurs qui m'intéressent, donc à savoir les sommes qui sont les valeurs qui sont nulles. Et une fois qu'on a ça, de le diviser par le nombre total de lignes dans le jeu de données. Et donc on imprime cette valeur. Donc on voit que sur les premières, il n'y a pas de souci, tout est complété. Par contre là, on voit que au niveau de la couleur, c'est très souvent dans les choux, quoi. Pratiquement 75% des couleurs ne sont pas précisées. Et alors là, c'est encore pire, c'est sur le nom des revendeurs ou des vendeurs. On est pratiquement à 96% de données manquantes, donc très difficilement exploitables parce que pas du tout exhaustif. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est de supprimer en premier lieu, alors je crois même que
Je vous indiquais de supprimer les deux si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, effectivement, là pour l'instant, on supprimait celle qui posait problème, ici. Donc j'ai juste à réindiquer. Alors là, pareil, soit vous faisiez drop pour supprimer les colonnes qui vous posaient problème, ou sinon vous redéclariez un nouveau tableau avec uniquement les colonnes qui vous intéressaient. Et donc là, on se retrouve avec un tableau bien clean pour continuer à travailler. Ensuite, toujours sur le data cleaning, on avait effectivement la méthode toDateTime pour transformer la date de mise à jour du fichier. Donc pour ça, c'était relativement simple. On l'a ici. Donc en fait, ce format de date ne posait pas souci, même s'il y a un Z à la fin, ça passe très bien. Donc il n'y a pas besoin de faire de manipulation ou de déclaration avec un format spécifique nécessaire. On a juste à l'indiquer avec la fonction toDateTime, comme on l'avait vu pendant la montée en compétences. Et donc là, on se retrouve avec le bon format sur chacune des valeurs. Et d'ailleurs, on le voit ici, le type de la colonne qui est bien en datetime. Voilà, et maintenant on va passer au data modeling, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, donc deux exercices là-dessus. Calcule le prix moyen par rapport au prix maximum et au prix minimum, et déterminer le jour de mise à jour de chaque fiche, enfin le jour de la semaine de mise à jour de chaque fiche. Donc pour le premier, calculer le prix moyen, ben ça c'était assez facile, ce sont des mathématiques rudimentaires. Donc je prends une nouvelle colonne de mon dataset et je vais additionner le prix maximum et le prix minimum et le diviser par 2 pour avoir la moyenne. Donc rien de très compliqué ici, et je vois que ça a bien fonctionné. Du coup, j'ai bien mes valeurs. Et donc je peux maintenant aller analyser un petit peu le prix de mes chaussures. Donc je vois que le prix moyen d'une chaussure est de 60 €. Pour l'écart type et l'écart til, pour l'instant, je le mets de côté. Par contre, on voit que le prix minimum d'une chaussure, c'est 5 € et le prix maximum, c'est 360 €. Voilà, donc un large éventail de choix et de prix pour ces chaussures. Et ensuite, sur l'analyse toujours, on avait alors isoler le top 10 des marques les plus chères et le top 10 des marques les moins chères. Et donc pour ça, on avait un certain nombre de manipulations à faire. Donc la première, c'était par exemple pour le luxe, mais pour le low cost, ça sera exactement la même chose. Donc d'isoler la partie du tableau qui m'intéresse, donc à savoir la marque et le prix moyen, de faire un regroupement par marque, donc récupérer toutes les données par marque, de faire la moyenne des valeurs rencontrées, et ensuite de faire le tri par rapport évidemment au prix et en tri descendant. Et finalement de rajouter le point aide avec 10 pour afficher uniquement les 10 premières. Et on va faire exactement pareil, sauf que là ça sera l'inverse, donc ça sera tac tac tac, donc oui, un tri ascendant pour avoir les valeurs qui sont au plus bas dans le tableau. Donc j'applique mon tableau et on va quand même regarder, parce que là en l'état, hop, je vais aller ajouter donc, ce premier tableau ici pour les luxes. Où, alors je suis nul en chaussures, donc peut-être que ça vous parle, moi pas du tout. Mais voilà les marques les plus chères. Alors après à nuancer, parce que je pense que certaines marques n'ont qu'un seul article. Donc à nuancer parfois, s'il y a juste une paire de chaussures très chères, c'est pas forcément représentatif de toute la marque. Et je vais avoir exactement la même chose pour les moins chères, avec une moyenne de prix pour celles-ci, alors qui n'ont pas de marque, qui sont à 6 par rapport aux autres, voilà les suivantes qui sont ici. Ensuite, il y avait l'extraction de la date du jour de la semaine.
Donc pour ça, on avait la date, le format de la colonne qui était déjà au format date, et donc il fallait un petit peu chercher de la manière de faire, mais on l'avait vu dans la documentation, d'extraire le jour de la semaine en appelant datetime.weekday, et ensuite de faire un count avec value count du nombre de mises à jour pour chaque jour de la semaine. Et donc je vais aller appliquer cette manipulation-là, et on voit que le jour qui est le plus représenté, c'est le 4e jour de la semaine, avec plus de 5000 mises à jour, et donc le 4e jour correspond donc évidemment à jeudi, et donc on peut déduire que c'est le jeudi qui correspond au plus de mises à jour des produits. Et finalement, le dernier exercice, alors je vais le relire parce que l'énoncé était, je l'avoue, un petit peu tordu. Donner le prix moyen des produits de la marque Easy Street mis à jour mis à jour un jeudi. Donc pour ça, je devais faire un double filtre. Donc sélectionner déjà effectivement la colonne qui m'intéresse, donc le prix moyen, en appliquant un premier filtre. Donc j'ouvre la parenthèse, j'indique que le jour de la semaine qui m'intéresse, c'est le 4e, donc en indiquant 3. Et condition supplémentaire, je veux uniquement ce chiffre-là pour les marques Easy Street, enfin pour les produits qui ont la marque Easy Street, et j'en fais la moyenne. Et donc ça me sort cette valeur-là qui, dans le cadre de l'exercice, voilà, vous fait manipuler, mais il n'y a pas forcément de conclusion à avoir par rapport à ça. En tout cas, bravo si vous êtes allé jusqu'à l'exercice optionnel. Le dataset est très grand, donc n'hésitez pas à continuer à manipuler Panda avec d'autres colonnes en faisant du modeling, en faisant du cleaning pour continuer à vous entraîner, parce que voilà, c'est un premier jet, mais sachez que vous aurez quasiment à le faire à chaque fois que vous aurez un nouveau dataset.